Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara poursuit sa visite officielle de 4 jours à Séoul, en Corée du Sud. Le chef de l'État a reçu hier le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Sokmyung. Il a aussi pris part à un déjeuner d'échange avec les responsables des 4 grandes institutions économiques coréennes. Profitant de l'occasion, Alassane Ouattara a exhorté les opérateurs économiques coréens à accroître les investissements et échanges entre la Côte d'Ivoire et la Corée. La visite officielle du chef de l'État en Corée du Sud s'achève ce jeudi 9 octobre. Une quarantaine de produits d'origine ivoirienne, dont le thon, le bois et le cacao, devaient être frappés de droits de douane sur le marché européen depuis le 1er octobre dernier. Mais les autorités européennes ont suspendu la mesure du fait de l'accord intérimaire signé par la Côte d'Ivoire et l'APE, l'accord de partenariat économique, en cours de signature entre la Côte d'Ivoire, entre la CEDEAO et l'UE. Les précisions d'Adama Koné. Les portes des marchés des pays de l'Union européenne restent ouvertes aux produits ivoiriens en franchise de droits de douane. La menace de fermer le marché européen aux pays n'ayant pas d'accord de partenariat économique APE avec l'UE le 1er octobre 2014 est levée. Les exportateurs ivoiriens peuvent donc continuer de vendre leurs produits sans droit de douane. Une quarantaine de marchandises, dont la banane, l'ananas et les produits transformés du thon, du bois et du cacao étaient concernés. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, en a informé le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire garde l'avantage de l'exportation sur le marché européen pour avoir déjà signé un accord intérimaire avec l'UE. L'accord de partenariat économique régional, qui doit se substituer à l'accord intérimaire, a été validé par la CEDEAO le 10 juillet 2014 à Accra, la capitale ghanéenne. C'est dans l'attente de la signature et de la ratification de cet APE régional que l'Union européenne a levé la mesure de taxation. L'Office national de la protection civile, ONPC, en collaboration avec le ministère de la Communication, organise sur 2 jours un séminaire de formation des journalistes. L'instruction porte sur le plan Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile, une manière de renforcer les connaissances des journalistes sur les thématiques majeures liées à la protection civile et au plan Orsec. Ce séminaire a ouvert ses portes hier matin ici à Abidjan Cocody et c'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Nousangaré Aboussanogo. La question de la protection civile, une préoccupation majeure. Les pluies diluviennes cette année ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et occasionné d'importants dégâts matériels sur tout le territoire national. Face à cette situation, un séminaire a donc été initié pour former les journalistes sur le plan Orsec afin que ceux-ci soient des relais d'information auprès des populations qui sont exposées au risque de catastrophe. Cette formation permettra aux journalistes d'apprécier le rôle important qui est le leur quand le pays est confronté à une situation de catastrophe. Le risque zéro n'existant pas, l'organisation des secours reste le moyen par excellence de gestion des crises. Ce séminaire qui se tient du 8 au 9 octobre a pour thème plan Orsec, déclenchement et organisation. C'est à travers les médias que nous avons connaissance des catastrophes qui ont lieu de par le monde et c'est à travers les médias que les populations apprennent l'action du gouvernement à l'attention des populations sinistrées. Et pour informer la population correctement, pour que les médias eux-mêmes sachent ce que c'est que l'Orsec. Qu'est-ce que le plan Orsec? Qui peut le déclencher? Qui en sont les acteurs? Quelle est son efficacité? Toutes ces questions seront débattues au cours de ce séminaire qui se tend sur 2 jours. Il est bon d'avoir des journalistes bien formés pour rendre compte, lorsqu'il y a une survenance d'une crise, de l'information à donner avant, pendant et après. Cette formation-là, non seulement elle est bien pour nous-mêmes, mais quand nous allons la relayer, au moins on pourra sauver des vies. Le plan Orsec est un système polyvalent de gestion de la crise. Organisation des secours et recensement des moyens publics et privés,
susceptibles d'être mises en œuvre en cas de catastrophe. Une autre formation qui concerne les journalistes, le budget d'un État, vous le savez, détermine l'action de tout gouvernement sur une période. Comment est-il élaboré? Comment le budget est-il exécuté? Qu'en est-il de son suivi, de son évaluation? Pour le comprendre, l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, initie depuis hier matin un séminaire de formation de 48 heures. L'objectif est le renforcement des capacités des journalistes pour un meilleur traitement de l'information sur la thématique budgétaire. Guy Roger Nguessan, Francis Boirfo. Des journalistes en formation. Ils sont issus de la presse écrite et de l'audiovisuel. Thème retenu, élaboration, exécution et évaluation du budget de l'État. Un thème bien à propos dans un contexte où le gouvernement a annoncé en début de semaine son budget au titre de l'année 2015 de 5 014,3 milliards de francs CFA. Par rapport au budget, nous ne sommes pas vraiment renseignés, la population non plus. Au moins avec cette formation, on pourra mieux appréhender la question du budget de l'État. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, initiatrice de ce séminaire de formation, vise l'amélioration des écrits des journalistes sur les thématiques économiques et budgétaires. Nous avons voulu que les journalistes ivoiriens s'approprient les termes du budget de l'État, comprennent ce que c'est que le budget de l'État, afin de ne pas seulement se contenter des chiffres qu'on donne, 4 000 milliards, 5 000 milliards, mais qu'ils voient au-delà. Durant 2 jours, les experts du ministère auprès du Premier ministre en charge du budget vont donner aux participants de ce séminaire des indicateurs et outils indispensables à une meilleure compréhension du budget de l'État. Nous allons apprendre à connaître tout le processus d'élaboration du budget, parce que le budget, on l'annonce en Conseil des ministres, mais c'est tout un travail. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, créée en 2009, fait de la formation sa priorité. Pour elle, il faut des journalistes bien formés pour mieux contrôler l'action gouvernementale et mieux informer l'opinion publique. Nous sommes le 9 octobre et c'est la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. L'objectif de cette célébration est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique des pays. Les pays membres de l'UPU sont invités à organiser des activités de sensibilisation de leurs clients et des médias à leurs produits et services au niveau national. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui annonce la revue de son code de la poste. On reste avec Guy Roger Nguessan, commenté par Adama Koné. Que peut la poste dans un paysage évolutif de la communication? L'activité postale, autrefois primordiale pour le rapprochement des personnes physiques et morales et partant pour le développement économique des pays, est en perte de vitesse. Supplantée par la facilité et la rapidité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'activité est à la croisée des chemins. Il faut une bonne politique pour voir, sinon dans les années à venir, là, on ne parlera plus de la poste en Côte d'Ivoire. Commémorant la 140e année de sa création, l'Union postale universelle entend tout mettre en œuvre pour maintenir l'activité postale. Partout dans le monde, les postes s'organisent pour relever les défis qui leur sont imposés par l'évolution technologique. Pour le gouvernement ivoirien, la seule option pour la poste locale est de s'inscrire durablement dans cette nouvelle dynamique en innovant et le premier acte est une restructuration du secteur postal. Depuis fin octobre 2013, notre pays s'est doté d'un nouveau code postal en remplacement de celui de 1976. Ce nouveau code apporte des avancées en termes d'organisation du marché postal ivoirien. Il permet la mise en place d'une régulation de ce secteur d'activité au bénéfice de toutes les parties prenantes. Les prochains mois verront l'accélération de l'application effective du nouveau code postal, notamment en ses aspects régulation du marché. Pour se repositionner, la Poste de Côte d'Ivoire propose de nouveaux services, à savoir le courrier hybride, le commerce électronique, la distribution de documents administratifs, les livraisons à domicile. Reste maintenant à reconquérir sa clientèle.
Le reportage de Guy Roger Nguessan a été donc commenté pour vous par Adama Kone. La Côte d'Ivoire refuse de recevoir Ebola sur son sol. Elle ne veut pas être surprise par cette fièvre hémorragique qui continue de sévir en Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient de se doter d'un nouveau centre de traitement de la maladie. Ce centre, entièrement équipé, se trouve au CHU de Yopougon. Il est opérationnel, prêt à accueillir le premier cas d'Ebola qui, comme l'espèrent les autorités, n'existera jamais. Serge Collier. Le CHU de Yopougon a désormais son centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Il n'existe certes aucun cas déclaré de la maladie en Côte d'Ivoire, mais le gouvernement entend prendre toutes les dispositions utiles pour faire face à une éventuelle pandémie. Sous ces 3 tentes équipées de lits, les malades seront mis en quarantaine, consultés et traités. 58 agents ont été mobilisés. Des équipes de 7 ont été formées. Ces équipes sont tournantes en permanence, toutes les 8 heures. Elles disposent d'équipements de protection individuelle et de matériel de désinfection. Ici, l'hygiène est de rigueur. Pour porter sa tenue de protection individuelle, il faut respecter des règles, notamment se recouvrir totalement le corps pour éviter toute contamination. Avant d'entrer sous les tentes, il faut se désinfecter les pieds dans de l'eau javelisée. Ensuite, le médecin, accompagné de l'infirmier et de l'aide-soignant, peut entrer en contact avec les malades. Le cas suspect d'Ebola, c'est d'abord une fièvre supérieure à 38 degrés. Après la fièvre, les signes abdominaux, à savoir douleur abdominale, vomissement, diarrhée. Et ensuite, s'installe l'hémorragie. Il faut rassurer la population. Donc pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas en épidémie d'Ebola. On n'a aucun cas suspect d'Ebola à ce jour. Après chaque visite, la tenue de protection individuelle est considérée comme souillée. Elle est d'abord désinfectée, retirée délicatement avant d'être incinérée. Avec ce dispositif, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se tient prêt à parer à toute éventualité. En Sierra Leone, plusieurs équipes chargées d'enterrer les victimes du virus à Ebola se sont mises en grève. Elles protestent contre le retard de leur salaire. Ces fossoyeurs sont censés recevoir chacun $100, soit la somme de 50 000 francs par semaine du gouvernement pour inhumer jusqu'à 35 corps par jour. Mais certains de ces hommes, souvent très mal équipés, affirment n'avoir pas été rémunérés depuis le mois de mai. Les ambulances sont immobilisées, le matériel de désinfection est rangé. Dans ce quartier de Freetown, la capitale sierra-léonaise, l'heure est à la contestation. Ces agents, habituellement chargés d'enterrer les corps des victimes d'Ebola, sont en grève. Nous n'avons pas été payés depuis 2 semaines. Maintenant, nous avons besoin de notre argent. Tant pis si les corps traînent un peu partout dans les rues. Il n'y a aucun bénéfice à faire ce qu'on fait, alors payez-nous notre argent. Partout où nous allons, nous sommes stigmatisés. On a besoin de notre argent. 2 quartiers de Freetown seulement sont concernés, mais cette grève préoccupe dans le pays. La crainte, c'est que les corps des victimes s'accumulent et que l'épidémie d'Ebola s'aggrave. Les agents chargés d'enterrer les corps hautement contagieux, tout comme les personnels de santé, sont stigmatisés par la population et paient un lourd tribut depuis le début de cette épidémie. Certains responsables sierra-léonais plaident pour une prime de risque. En 5 mois, nous avons comptabilisé plus de 60 décès de personnel de santé en Sierra Leone. C'est très grave. C'est vraiment décourageant. Il faut faire plus si nous voulons réduire ce nombre. Le ministère de la Santé sierra-léonais accuse une semaine de retard dans les paiements. L'argent a été remis aux banques et sera versé dans les tout prochains jours, selon le ministère, qui ne se prononce pas sur une prime de risque.
L'épidémie d'Ebola a fait 3865 morts en Afrique de l'Ouest sur près de 8000 cas enregistrés dans 5 pays que sont la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et le Sénégal. Et puis le patient libérien atteint de fièvre Ebola au Texas, aux États-Unis, est mort à l'hôpital. Thomas Eric Duncan, voyageur arrivant du Libéria, était hospitalisé depuis le 28 septembre dernier. Le SILA 2014, Salon international du livre d'Abidjan, se tiendra en novembre prochain. Une conférence de presse a été animée hier par les organisateurs du salon pour annoncer l'événement. Ils font noter que le SILA 2014 connaîtra des innovations. Reportage Serge Gongomé. Le livre sera à l'honneur à Abidjan du 5 au 9 novembre 2014, la 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Ce salon, selon les organisateurs, enregistrera la participation des pays d'Afrique centrale, dont le Cameroun et la République démocratique du Congo. Des innovations sont au programme, entre autres la création du Grand Prix national de littérature, dont le vainqueur partira avec la somme d'1 million de francs CFA. Également le prix des jeunes auteurs. Le vainqueur de ce prix empochera la somme de 500 000 francs CFA. Rappelons que l'industrie du livre réalise chaque année un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de francs CFA et emploie plus de 2000 personnes. La journée mondiale du tourisme a été commémorée le 27 septembre dernier. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu il y a 2 jours à Dabou, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. À cette occasion, l'atiéké a été valorisé sous le thème de l'atiéké, produit d'appel touristique et mets de cohésion sociale. Eve Boué était à Dabou, son reportage. Une bonne poignée d'atiéké, semoule de manioc bien prisé en Côte d'Ivoire, accompagné de poissons frits, et le tour est joué. La dégustation de l'atiéké individuellement ou en groupe, le geste est ancré dans les habitudes alimentaires. En tout cas, l'atiéké c'est un aliment qui est très bon, qui est nourrissant. L'atiéké, ce mets qui franchit aujourd'hui les frontières ivoiriennes, est produit dans la région des Lagunes, au sud, et justement, la 34e journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire y est consacrée. À Dabou donc, zone productrice reconnue, les petits plats sont mis dans les grands pour la cérémonie officielle. L'atiéké a franchi depuis belle lurette les frontières de la Côte d'Ivoire pour se retrouver aujourd'hui sur des tables en Afrique, en Europe, en Amérique et même maintenant en Asie. C'est dire que nous, Ivoiriens, pouvons être fiers que ce produit du terroir, essentiellement dû au travail de nos braves sœurs et épouses des champs, est une référence gastronomique de plus en plus appréciée dans plusieurs pays du monde. Une fierté exprimée par autorités locales, producteurs et population. On va aller vers la résolution du problème de l'autosuffisance en matière alimentaire pour le manioc. On va régler le problème de l'atiéké pour les populations qui se plaignent de manquer d'atiéké et de poissons. Et on va aller plus loin avec la création d'une usine d'amidon d'ici l'année 2015 à Dabou. Les femmes de Dabou sont des productrices d'atiéké depuis des millénaires. Ça a été une tradition qui a été transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, à travers cet événement, c'est la valorisation de l'atiéké. Visite du circuit de fabrication de l'atiéké, de la bouture aux produits finis à Débrimou, suivi de celle de réceptifs hôteliers. De quoi clore en beauté une journée fort colorée. Reportage signé Eve Boué et Franck Quadio. Terminons ce journal par un tour bref de l'actualité mondiale. Nous irons au Liban, au Japon et à Hong Kong. Tension à la frontière israélo-libanaise. Un engin explosif a blessé légèrement mardi 2 soldats israéliens. Riposte de l'armée qui a aussitôt bombardé les positions du Hezbollah au Liban, accusant la milice chiite et le gouvernement libanais d'atteinte à la souveraineté d'Israël. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque dans la foulée. Déjà dimanche, des incidents avaient opposé soldats israéliens et libanais. Décor toujours piégé sous la cendre du volcan japonais Ontake. Plus d'une semaine après sa brutale éruption, le bilan provisoire est de 53 morts.
2 nouveaux cadavres ont été retrouvés ce mardi au sommet du cratère. La météo très capricieuse complique la tâche des secouristes, toujours à la recherche de 12 disparus. C'est la pire catastrophe volcanique survenue au Japon depuis la fin de la dernière guerre. C'est un diamant rose qui fait battre les cœurs et flamber les portefeuilles. 8,41 carats, éclat et pureté exceptionnelle, une pierre très rare vendue 14 millions d'euros aux enchères à Hong Kong. Un prix record pour ce diamant couleur Fancy Vivid, le rose le plus intense au monde. Il vient de la mine d'Argyle en Australie, l'unique gisement de diamants roses. Difficile de savoir à qui cette bague extraordinaire est destinée, l'acheteur étant resté anonyme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre portail internet www.rti.ci. Je vous laisse en compagnie de Christelle Melech.